Né à Saint-Célestin en Mauricie, Michel Morin s'initie très jeune à la politique aux côtés de son père, organisateur pour l'Union nationale. Diplômé en histoire et en enseignement, il est élu pour la première fois dans le gouvernement Parizeau en 1994. De nature rassembleur, il est le whip de son parti durant 6 ans. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Morin. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. Ah, bien, ça me fait plaisir. Écoute, vous êtes né à Saint-Célestin, Oui. l'autre côté du fleuve de De Trois-Rivières. l'autre côté, oui. Votre père était agriculteur. Absolument. Quelle sorte de ferme qu'il avait? Une petite ferme familiale, pas très grande, un peu de roche, pas riche, mais, comme on dit chez nous, vaillant. C'est ça. Mon père et ma mère, du monde vaillant. C'est la ferme familiale de mon grand-père qui avait acheté en 1913. Mais parlez-nous d'avoir grandi dans cet environnement. Bien, moi, d'abord, premièrement, j'ai été le troisième de la famille sur 5. Et mon père et mon grand-père, c'était des Bleus de l'Union nationale. Vraiment des Bleus, là. Puis, à vie? À vie. Ah oui, oui. À vie. Puis j'ai appris un peu, avec mon père à faire de la politique. Et quand j'étais jeune, il était organisateur à Saint-Célestin, entre autres. Et tout le monde le voyait venir un peu, là. Parce que durant les campagnes électorales, là, je dirais celles de 56, 1960 et plus tard un peu, 66, mon père était très actif, là. Puis, je le suivais, là, puis j'apprenais. En 66, entre autres, la première année, j'ai eu le droit de vote, j'ai eu 18 ans. Et mon père a dit, tu vas m'aider à faire du pointage dans le rang chez nous, le rang numéro 2. Et là, j'ai appris à faire du pointage. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, puis je vous dirais que j'aimerais encore ça des fois. Ah oui? Oui. Le pointage est le fun, mais c'est... c'est moins la mode. Oui, c'est ça. C'est moins la mode. Est-ce que c'est moins utile ou c'est juste moins utilisé? C'est moins utile. Oui. 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 Parce que les méthodes ont changé complètement. Avec les réseaux sociaux, là, je me verrais mal faire du pointage, là. Mais on a eu du plaisir, beaucoup. Et ça a été une belle expérience parce que en 1966, l'Union nationale est redevenue au pouvoir avec Daniel Johnson et Clément Vincent. Clément Vincent, dans notre comté de Nicolette, a été nommé ministre de l'Agriculture. Et mon père était assez proche de M. Vincent. Et moi, je vieillissais là-dedans, là. J'avais 18 ans. Avec M. Vincent m'a remarqué un peu. Puis, j'ai été parmi l'Organisation des jeunes de l'Union nationale dans les années 66 à 70. Puis, plus près de 70, mais là, j'étais plus près de M. Vincent. Même que, des fois, là, j'allais faire du bureau de comté à Sainte-Perpétue avec Mme Vincent. Et on répondait au téléphone, on envoyait des lettres. Puis c'était plus long qu'aujourd'hui, là. Les réponses n'arrivaient pas immédiatement, là. Mais une belle période, là. Parlez-nous de lui. Vous parlez qu'il avait une grande influence sur vous, politiquement, j'imagine, mais que personnellement aussi, hein? Mais M. Vincent, c'était quelqu'un qui était premièrement, très présent. Et au niveau de ses idées, moi, je trouvais, à l'époque, qu'il y avait des idées avant-gardistes pour l'époque. Et c'était un bon tribun. Je me souviens, je voyageais des fois avec lui, M. Vincent, et il s'était acheté une enregistreuse. Il mettait ça dans son auto, il mettait ça dans son machin à briquet pour la charger, et il se mettait un crayon dans la bouche, puis il pratiquait. Il pratiquait ses discours pour avoir une facilité avec ses muscles. Et M. Vincent était un excellent tribun. Et moi, ça me surprenait à chaque fois de voir ça. Mais je n'avais pas ces talents-là à l'époque, là, puis je ne les ai pas encore, soit dit en passant. Mais j'ai appris beaucoup avec lui. Sincérité, beaucoup d'approche aussi au niveau de la clientèle, au niveau des personnes âgées. M. Vincent était proche du monde.
et de toutes les occasions. Les mariages, les funérailles, il y avait un excellent service, il y avait un bon bureau de comté. Politiquement, parce qu'il y a toutes sortes de façons à faire la politique aussi, là. Qu'est-ce qui vous a appris là-dedans? Je vous donne un exemple qui m'a toujours frappé. Quand, à Saint-Léonard-d'Aston, une petite municipalité chez nous, M. Vincent faisait des discours, puis bon, ben, il avait un adversaire comme de raison. Et pour préparer l'Assemblée, il me dit, « Regarde, Michel, là, si la salle est pleine, s'il y a plus de 100 personnes, tu t'en iras dehors et ramasse des jeunes avec toi, là, parce que tu as une bonne équipe de jeunes. Va dans les autos et quand je dirai là, quelque chose de bien, tu pèseras sur le klaxon. Arrange ça avec tes amis. » Fait que M. Vincent s'exécutait, puis quand il faisait quelque chose de bien, bien là, avec mes amis, on pesait sur les klaxons. Et il disait ceci au micro, « Voyez, il y a des centaines de personnes qui sont dehors, qui n'ont pas pu y entrer, ils sont dans leur auto, ils nous écoutent. » Je trouvais que c'était des beaux trucs. J'ai appris des beaux trucs en politique avec M. Vincent. Wow! Beaucoup d'affection aussi. Mais oui, ça, c'était comme une sorte de parent pour vous, hein? Oui, oui, oui. Vraiment, c'est je vous dirais, un peu un père spirituel en politique, là. Oui. Est-ce que je me trompe en disant que votre famille était aussi impliquée au niveau fédéral? Au niveau fédéral, oui. C'était des Bleus au fédéral. Mais moi, ayant appris avec M. Vincent, là, j'ai monté un peu dans la hiérarchie politique du comté. Mm-hmm. Et moi, je me suis impliqué plus chez les conservateurs. Oui. Ouais. Mon père, pas vraiment beaucoup, mais il était bleu. Bleu à Québec et bleu à Ottawa. Et je me suis impliqué avec les conservateurs. D'ailleurs, en 1972, lors de la fameuse élection où Stanfield et Trudeau sont arrivés nez à nez, là, on aimait ça parce qu'on se disait peut-être que la prochaine élection, Stanfield va gagner. Mais le 8 juillet 1974, j'avais été passer 2 mois à Montréal au bureau chef des conservateurs et on en a mangé toute une avec la Trudeau-manie. Ouais. Et je suis revenu chez nous un peu piteux. Mais j'avais appris beaucoup de choses au bureau central. Je m'étais fait connaître aussi. Ouais. Je me suis fait connaître dans les principaux archives, pas archives, mais les principales connaissances du Parti conservateur. Et bon, là, on m'a rappelé, etc. Puis là, j'ai rencontré M. Mulroney pour la première fois. Ah! Oui. Que j'admirais, là. Est-ce qu'il essaie de vous recruter? Il n'y a pas eu de misère. Il n'y a pas eu de misère à me recruter. En 1976, lors du leadership avec M. Clark, nous, moi, j'avais formé un petit comité chez nous. On était des pro-Mulroney. Ouais. On n'a pas gagné parce que c'est M. Clark qui a gagné, mais on était en attente. Oui. Vous n'avez pas attendu longtemps, non? On a attendu jusqu'en 84. Oui. Mais là, moi, il faut dire aussi que je ne faisais pas juste de la politique. J'avais fini mon cours en histoire. Oui. En histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'avais fait une maîtrise en histoire aussi à l'Université de Sherbrooke. Et j'avais une famille, une jeune famille. En 1976, lors de l'élection de 1976, mon garçon est venu au monde le 9 novembre. Oh! Et c'est l'élection que je me suis le moins occupé. Parce que là, j'étais près de ma conjointe à l'époque. Puis, bon, parlons de ça, là. Avec votre bac en histoire, puis maîtrise et tout. Pourquoi est-ce que, selon vous, l'histoire est importante pour un peuple? Ah, c'est majeur. Pour un peuple, quand tu ne connais pas ton histoire, tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas trop où tu vas. Et c'est important d'avoir des racines, parce que l'histoire se répète. Il y a des choses que je me suis souvenu, que dans l'histoire, les mêmes choses, les mêmes événements se sont produits et les mêmes résultats sont arrivés, ou à peu près. Donc, une vague, je connais ça un peu parce que j'en ai vécu et j'en ai vu, j'en ai subi aussi. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend d'une grosse défaite? On apprend, je vous dirais, autant d'une grosse défaite que d'une victoire. Oui.
Oui. C'est décevant, par exemple. Oh mon Dieu. C'est Oui. amer, c'est dur. J'en ai eu des défaites pas personnelles parce que je travaillais pour les autres, là. J'aimais mieux être deuxième, moi. Ça a été ma caractéristique longtemps en politique. J'aimais mieux être un bon deuxième, sans être vaniteux, je dis bon, là. Un deuxième efficace, puis qui livre la marchandise. Je n'étais pas le plus grand tribun à l'époque, et je ne le suis pas encore là, non plus, mais j'aimais ça préparer, j'aimais ça organiser. J'ai tout fait. J'ai des portraits sur les poteaux, là, j'ai même mis les miens. Puis j'en ai posé d'autres aussi, puis du pointage, puis du porte-à-porte, et j'ai appris beaucoup. Une belle école. Fédéral, provincial, est-ce qu'il y a une énorme différence dans la façon de faire de la politique ou les bases sont pareilles? Les bases sont quand même pareilles, mais les comtés sont beaucoup plus grands Oui. au fédéral, donc beaucoup plus difficile. C'est plus difficile de faire, à l'époque toujours, là, faire du pointage au fédéral qu'au provincial. Et les gens se prononçaient moins au fédéral qu'au provincial. À Québec, là, le sentiment nationaliste, on n'avait pas trop de difficultés à aller le chercher. On savait aussi facilement si quelqu'un était fédéraliste ou nationaliste ou souverainiste. On avait des petits trucs là, pour passer des tests, puis habituellement, on réussissait assez bien. Mais au fédéral, c'est pas le même jeu. Au fédéral, c'était plus difficile. Ouais. Parce que pour les Québécois, le vrai pouvoir, il est à Québec. Et les grands dossiers, parce que j'ai siégé à Québec et je sais pertinemment bien que les grands dossiers se situent à Québec. La santé, l'éducation, les municipalités. Vraiment, là, le bureau du député dans une région comme la mienne que je représentais à l'époque avec 40 municipalités et plus, le bureau de comté le lundi, là, c'était très occupé et très fréquenté. Il fallait livrer la marchandise. Là. Souvent, les députés ruraux ont même 2, 3 bureaux de comté. Avez-vous juste un? Non, parce que moi, au début, j'avais demandé ici à l'Assemblée nationale de me donner la permission d'avoir une ligne 1-800. Ah, OK. Et j'avais fait ma campagne électorale en disant, il y aura un bureau à Nicolette, mais vous allez avoir accès à votre député en tout temps, gratuitement, par le téléphone. Et je vous dis que dans les 24 heures, vous allez avoir une réponse. Wow. Ça, là, c'est une promesse. C'est une belle promesse, mais c'est une promesse qui est d'ouvrage à respecter. Oui, mais c'est 24 heures. C'est vendeur, là. C'est vendeur. Et c'est rentable. Ah oui? C'était rentable pendant 3 élections. Oui. Parce qu'on donnait un bon service. J'avais un excellent bureau de comté et on donnait, puis j'étais assez, pas dur, mais je surveillais qu'on réponde dans les 24 heures. C'est pas facile, ça. C'est pas facile. Pas qu'on donne des nouvelles, oui, ça va fonctionner ou pas, Ouais. mais on retournait nos appels dans les 24 heures. Les problèmes d'un député rural plutôt qu'à Montréal ou à Québec sont différents. Hein? Ah, tout à C'est fait. vous êtes comme un peu la Cour suprême des demandes d'aide, là. Ah, tout à fait. Tout à fait. On est des consultants, on est des conseillers, on est des... Je ne vous dirais pas des maires, parce qu'il y avait des bons maires, Oui. mais en même temps des commissaires, commission scolaire. On est de tous les dossiers. Et en même temps, on est aussi, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté financière, qui viennent nous voir, qui demandent des conseils. On est quelqu'un qui est près de sa population, là. Vraiment, il y a de l'ouvrage à donner et à rendre service. Et moi, j'aimais ça. Je me demande, si on écoute toujours les problèmes des autres, est-ce que ça vous affecte personnellement? Est-ce que ça rentre dedans ou est-ce que vous êtes capable de faire un petit mur entre... J'avais un peu de difficulté avec ça, moi, à mettre une limite, là, parce que j'intégrais les problèmes des autres et ça a été difficile à certains moments, là, de supporter la pression. Oui, j'avais de la misère avec mon stress. D'ailleurs, je me suis retrouvé à l'Institut de cardiologie en 2004
Et on m'a dit, ben, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je ralentisse un peu, là. Comment êtes-vous devenu indépendantiste? Ça a été long, parce que je vous disais tantôt, Ouais, vous étiez dans là, l'Union là, nationale, ça. nationaliste, Oui. puis nationaliste, à l'époque, là, l'Union nationale, puis je vous donne un exemple. Moi, là, j'ai été Marcel Mauss. OK. J'ai été Jean-Guy Cardinal aussi, et non pas Jean-Jacques Bertrand, au Congrès, là. Ça nous rapporte loin, mais ça vous donne une idée de la tendance. Et, bon, avec M. Vincent ensuite, et au référendum de 80, j'ai été pour le oui. J'étais dans le comité du oui de l'Union nationale. Et en passant du côté du oui, avec Rodrigue Biron, les unionistes chez nous n'étaient pas très contents. Mais je n'ai pas regretté. Mais après ça, bon, là, les conservateurs sont arrivés après le rapatriement de la Constitution de 82 et le beau risque de M. Mulroney, bien, moi, j'ai pris le beau risque avec Plamondon, Louis Plamondon. Je suis devenu son attaché politique, toujours en enseignant l'histoire à Nicolette. Et bon, j'aimais ça et j'ai été avec M. Plamondon pendant tout le temps qu'il a été député conservateur jusqu'à Meach. Et je vous dirais, sans être prétentieux, mais Louis Plamondon était capable de prendre ses décisions tout seul, là, Ouais. mais je n'ai pas nui à sa décision de laisser le Parti conservateur et pas nécessairement de former le bloc, mais de quitter les conservateurs, parce que ça n'avait pas de bon sens. Qu'est-ce qui nous était arrivé à Meach? Alors, c'est ça qui vous a décidé d'être indépendantiste? Oui, Pour le vraiment, là, ça a été le chant du cygne pour ma position fédéraliste. Même si, moi, j'ai toujours aimé M. Mulroney, qui est vraiment, là, je trouvais que l'honneur et l'enthousiasme avec lequel il voulait qu'on retourne dans la Constitution, j'y croyais. Ça a été vraiment un moment difficile, mais je n'ai jamais regretté, là, après. Qu'est-ce qu'il vous a voulu devenir député? Parce que vous dites que vous aimez un peu ça d'être derrière la personne qui est le député. Pourquoi êtes-vous devenu? Je vous dirais qu'à partir de Meach, là, j'ai commencé à faire mon lit ou mon nid au référendum de Charlottetown. Ouais. Je me suis faufilé dans le comté fédéral pour être président du comité du non à Charlottetown. Puis j'ai insisté un peu pour l'être, parce qu'il y en avait d'autres. Parce que là, je me suis dit, si un jour je veux faire de la politique provinciale, il faut que j'attache mes fils. Et j'ai attaché. Et on a gagné. C'est-à-dire que c'était le non qui a gagné dans le comté. Et l'année suivante, là, j'ai décidé d'être candidat du Parti québécois dans le comté de Nicolette. Ça a été une bonne décision, parce que c'était pas facile pour moi, là, d'aller me présenter devant l'opinion publique. J'étais pas quelqu'un qui aimait nécessairement les tribunes. J'étais un peu anxieux d'être le premier. Je me voyais plus comme un organisateur, comme un bon deuxième, comme un travaillant. Et là, j'ai dit, c'était à mon tour. Ça a très bien été. Puis j'avais un bon adversaire et ami, Maurice Richard. Oui. C'est un gars qui était député là depuis au 9 moins ans. 2 mandats. Oui, puis maire de Bécancour, très connu. Mais là, j'ai travaillé, par exemple. Je vous dirais là, que j'ai fait, pour suppléer à mon manque de confiance un peu, puis à l'anxiété un peu qui m'habitait, moi, là, j'ai fait, je vous dirais, 15 000 portes. Ouf, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a un cours de personnalité extraordinaire là-dedans. Quand tu cognes à une porte, c'est un acte d'humilité à chaque fois. Oui, c'est vrai. Puis, tu ne sais pas à qui tu as affaire, là. Mais là, tu te développes. Puis, j'avais mon petit laïus, là. Puis, je disais à peu près ceci. Je suis fils d'agriculteur, né à Saint-Célestin, dans une famille pas trop riche. J'ai enseigné chez les Bonnes Sœurs de l'Assomption à Nicolette. Fait que ce petit laïus-là était rassurant pour la population de chez nous, parce que je la connaissais bien. Mais eux, ils me connaissaient moins un peu. Ouais.
Puis là, bien, ça a fait des assises assez intéressantes pour moi, plus mon travail de terrain. Et j'ai gagné avec 900 quelques votes. Puis vraiment, c'était une victoire extraordinaire. J'étais tellement content. Parce que c'est inattendu aussi, non? C'était inattendu parce que le Nouvelliste, sans critiquer le Nouvelliste, le samedi avant les élections, le gros titre, c'était « Tous péquistes sauf Maurice ». Oh, Autrement dit, il y a 8 comtés dans notre région, Mauricie et Centre du Québec. Tous vont passer au PQ, sauf Maurice. oh. Je l'ai pris dur un peu, là. Mais on a accéléré, mais déjà, là, la vague était partie un peu. On était avec M. Parizeau aussi. Ouais. Mettons les choses correctement, là. Les libéraux sont là depuis 9 ans, l'usure. C'est pas juste ma personnalité qui a fait que j'ai gagné. Mais mon travail, je pense qu'il a été pour beaucoup, là. Bien, des milliers de portes comme Ah, ça, oui, là, oui. c'est... Vraiment, là, c'est un peu fou. Parlons de la campagne référendaire. Oui. Comment l'avez-vous faite? En 95? Oui. Oui. Bien, premièrement, on savait qu'on était bien chez nous, bien situés. D'abord, premièrement, j'avais une des bonnes, je vous dirais, là, une des bonnes organisations du Parti québécois au Québec. Mes objectifs de financement que nous fixions là, allaient bien. Et on frôlait 2200 membres Oh, chez nous, là, dans un comté rural de 34 000 électeurs et électrices. On avait une bonne machine. Puis, je savais que chez nous, il y avait un vieux fond bleu, un vieux fond nationaliste. Je suis allé chercher, puis avec plaisir, Serge Fontaine, ah, comme coprésident de la campagne du Oui, avec une madame Hiergeau de Pierreville, qui est devenue ma coprésidente. Elle était très impliquée dans les mouvements communautaires et dans les mouvements sociaux. Donc, j'avais une bonne équipe. L'autre chose, j'ai rencontré tous les maires de toutes les municipalités et j'essayais de les convaincre. Mais les 2 préfets ont accepté. Et je pense que sur les 30 maires de municipalités, il y en a 17 ou 18 qui se sont affichés officiellement pour le oui dans le comté. Ça, c'était une belle victoire, là. D'ailleurs, Lucien Bouchard, Monsieur Lucien Bouchard, qui était venu dans le comté, ça a été une des belles assemblées que Nicolette n'a pas connues. 1200 personnes qui l'ont accueilli durant la période de référendaire. Puis M. Bouchard, qui est un excellent tribun, vraiment, là, c'était satisfaisant. Là, Puis, il a nommé ça, il a dit, moi, là, regardez, je ne suis pas trop inquiet pour le oui dans le comté de Nicolette, quand on a les 2 préfets, puis 80 des maires de toutes les municipalités. Bon, si j'étais à la place de M. Morin, je me calmerais un peu. Bon. parlons de la soirée référendaire. Oui. Quand vous pensiez gagner et finalement non. Oui, ça a été extrêmement décevant. Là. Vraiment, une peine profonde. Là. Mais moi, je ne pensais pas que M. Parizeau, le lendemain, démissionnerait. Je ne vous dis pas que la phrase de M. Parizeau qu'il a dite, ça a été la meilleure phrase de sa vie. Là. Mettons. Ça n'a sûrement pas aidé. Mais je ne pensais jamais que M. Parizeau, le lendemain... Mais c'était l'objectif quand on lit M. Parizeau, là, le volume de M. En tout cas, là, je ne me souviens pas de l'auteur, là, mais je l'ai lu. Puis c'était son objectif numéro 1. C'est pas surprenant qu'il ait démissionné, mais moi, j'ai resté surpris. Et je me disais... Puis on a vu après coup aussi qu'on s'était fait voler. On s'est fait voler le référendum. Puis moi, je pense que ça aurait été, dans ma petite philosophie, plaidable. Et je ne sais pas à quel cours de justice, peut-être à la haie, mais on n'aurait pas dû abandonner comme ça. Ce qui est arrivé, c'est que là, M. Parizeau s'en va. M. Bouchard arrive, pour qui j'ai un immense respect. Mais là, on a changé de thème. On s'est mis à parler du déficit zéro. Puis là, on a laissé aller la souveraineté. Comment expliquez-vous que le Parti québécois
a juste laissé tomber. Que tout d'un coup, tout ce travail-là n'existait plus. Ça, c'est une bonne question qu'on se pose encore d'ailleurs. Oui? Puis je pense, moi, que le fait que le PQ, aujourd'hui, ait des difficultés, ça a commencé là. Si je me souviens aussi de l'élection de 98, M. Bouchard et Charest, les deux principaux qui s'affrontaient, le pourcentage de vote des libéraux était un petit peu supérieur au pourcentage de vote du Parti québécois. Oui. Et M. Bouchard, il a mal pris ça. Puis avec raison. Et on aurait dû se rendre compte à l'époque, ça va toujours mieux dire après, là, mais on aurait dû se rendre compte que déjà ça commençait à tituber un peu. Et après ça, M. Bouchard quitte. Avec M. Landry, en 2003, on a perdu le pouvoir. Ouais. C'est les libéraux qui sont arrivés. Puis là, il y a eu 33 du vote. Dans le comté de Nicolette, il y a eu 43 10 points de plus que le PQ à cause de l'organisation. Mais déjà, on s'apercevait que le Parti québécois, l'ancrage qu'il y avait dans les comtés ruraux, dans les comtés francophones, ça commençait à être de plus en plus difficile. Merci beaucoup, M. Morin. Merci. Plaisir. À la prochaine. Merci.